Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission hebdomadaire. Nous allons faire le tour de l'actualité internationale avec nos invités ce vendredi. Et nous allons parler précisément de la situation au Mali ou de ce qui pourrait advenir dans quelques jours au sommet d'Accra, le sommet du 3 juillet, où tout le monde apparemment s'attend à ce que les sanctions soient levées. En tout cas, au Mali et en interne, toutes les dispositions ont fait comme si, en tout cas, tous les services compétents se mettent en tout cas configure ce qui pourrait être une bouffée d'oxygène à la suite de cette éventuelle levée de sanctions. Mais on n'en est pas encore là, mais on va peut-être analyser la probabilité autour de ce plateau. Et ce sera avec Morgana Sogba-Metondji, consultant analyste géopolitique. Bonjour. Hamzat Abdoulaye. Bonjour. Joël Ataï Guédégbé, expert en gouvernance. Bonjour. Je vais rester avec vous, Joël Ataï Guédégbé. Le médiateur Goodluck Jonathan était à Bamako il y a quelques jours. Apparemment, des échos qu'on a pu avoir, ça se passe plutôt bien. De toute façon, le Mali a mis il y a quelques semaines devant le fait accompli l'organisation sous-régionale avec il y a aussi le faute d'un calendrier, en tout cas ce qui ressemble à un calendrier. On est un peu plus avancé sur, disons, le chronogramme de ce qui pourrait advenir ces prochaines années au Mali. Est-ce que, comme tous les observateurs, vous pensez qu'il est temps que la CEDEAO lève ces fameuses sanctions? Je crois que, quelque part, il y a eu des pas faits l'un en direction de l'autre et manifestement, on se dirige vers une sortie honorable pour tout le monde. Autant pour la CEDEAO, les tenants de la ligne dure, que pour la junte au pouvoir au Mali, voire même pour certains chefs d'État de la sous-région qui discrètement souhaitaient un assouplissement. Ouais. Dans la mesure où le Burkina est toujours resté un peu en suspens, ça donnait l'impression d'un poids, deux mesures pour des situations quasi identiques. Bon, ce calendrier paraît un peu plus raisonnable si on décompte le temps déjà passé. Donc c'est pas si mal que ça. Morgana Sogba-Metondji. Oui, je vais simplement aller dans le même sens que mon confrère en soulignant que ce qui est en train de se passer est bel et bien une issue acceptable par toutes les parties. Il est clair que ceux qui font partie de la ligne dure de sanctions, de nécessité de réduire forcément au strict minimum la durée de la transition sont en train de comprendre qu'il y a des limites et qu'il faut nécessairement faire des concessions. Et donc nous espérons que le sommet va rester dans la dynamique de cette concession et qu'on ne va pas assister peut-être à une façon ou une autre de rester dans la droite ligne stricte, attaché au test alors qu'il y a un contest qui est là. Il y a l'esprit, c'est vrai qu'on parle des tests, mais parfois il faut tenir compte du contest. Et regardant le contest actuel au niveau du Mali, la meilleure chose à faire, c'est de trouver un consensus et d'aller dans le sens du Mali, d'accompagner le Mali dans ses directives. Voilà, accompagner le Mali dans ses directives. Oui, absolument, parce que nous sommes face à une crise au Mali depuis plusieurs mois déjà, et ce sommet va être une proposition de sortie de crise. Et je pense que c'est dans cette dynamique justement que le gouvernement de transition a mis en place cette feuille de route pour pouvoir pousser les autorités de la CEDEAO à pouvoir lever les sanctions. Donc oui, on espère que cela puisse aboutir, même si sur la table beaucoup de choses restent à faire. La transition n'a pas ôté un seul jour des jours qui sont censés faire jusqu'en 2024, ce qui est l'un des points de discorde avec la CEDEAO. Mais nous tendons en tout cas progressivement vers une sortie de crise et je pense que c'est le mieux pour la sous-région, c'est le mieux aussi pour la communauté et c'est le mieux également pour le Mali qui est étouffé, asphyxié par ces sanctions. Bon, il n'en donne pas l'air d'être étouffé. On doit rappeler aussi que le mandat de la MINUSMA a été renouvelé pour le Mali, même si le Mali tient à ce que
qu'il n'y ait pas de contrôle, à rejeter tout contrôle de cette force de l'ONU pour tout ce qui concerne enquête sur le terrain, en tout cas sur le terrain glissant des droits de l'homme, donc pas de droit de supervision sur ce que l'armée malienne entreprend par exemple, et sur tout ce qui a été pointé du doigt comme bavure ces derniers mois. Maintenant, pour le cas de la CEDEAO, aujourd'hui, politiquement, on peut s'entendre sur le fait que d'une certaine façon, l'organisation sous-régionale a perdu quelques plumes en termes de, on va dire, de légitimité, ou voilà. Est-ce que le crédit politique, comment cette organisation peut retrouver ce crédit politique perdu longtemps? Je crois qu'il ne faut pas désespérer, il faut même se féliciter parce que quelque part la CEDEAO est relativement entendu raison tout en réaffirmant les principes. On se rend bien compte et je crois que s'ils font leur examen de conscience pour ceux qui étaient les tenants d'une ligne dure, ils se rendront compte quand même que ce n'est pas seulement une question électorale. Il y a effectivement à ce que le pays recouvre son intégrité territoriale. Et ça participe également des principes démocratiques que de ne pas organiser d'élections et quand une partie importante d'un territoire est occupée. Effectivement, c'est pain béni ou c'est à l'avantage de la junte si on lui fait le procès de vouloir perdurer. Mais l'un dans l'autre, et au-delà du Mali, quand on voit la situation du Burkina, on se dit qu'après tout, ce doit être une réalité tenace, que ces problèmes d'insécurité, de grands déplacements de population, le Burkina est d'ailleurs une situation plus grave de ce point de vue, avec au moins 2 millions de déplacés, sans compter ce qui va s'y ajouter dans les zones qui vont être fermées par l'armée, dont on veut vider les populations. Donc il était temps que la CEDEAO se mette un peu à l'écoute de la situation du terrain, des opinions publiques qui ont donné peu ou prou raison à la junte, même si on peut critiquer une forme de surenchère populiste de la part de certains, pour ne pas le nommer, le premier ministre Choguel Maïga. Oui, on peut remarquer qu'il s'est quelque peu calmé. Voyez-vous, donc c'est encore la preuve que de part et d'autre, probablement, chacun met de l'eau dans son vin, et qu'un pays comme le Sénégal, qui préside l'Union africaine, est quand même aussi concerné directement en termes de retombées économiques, sinon de difficultés économiques, et donc doit faire avec une opinion publique au Sénégal qui pousse vers l'assouplissement. Voilà. Est-ce que cette situation peut engendrer une inflexion, en tout cas des décisions prises par la CEDEAO en ce qui concerne les deux autres, on va dire, États malades, le Burkina et la Guinée? Alors, je ne suis pas sûr que les deux États dont vous parlez vont accepter d'être appelés États malades. Non, c'était juste une expression. Quand on parle d'État voyou... État voyou, on ne voudrait pas dire État voyou. Vous savez, à un moment de notre histoire, le Bénin était taxé d'enfants malades à cause des coups d'État répétitifs. Oui. Donc c'était juste un clin d'œil à l'histoire, mais bon. En tout cas, je peux vous garantir que ces États se sont tournés vers du self-medication. Ils ne veulent plus acheter des remèdes tout faits en pharmacie, surtout les pharmacies externes. Et donc, est-ce que cela ne va pas influer? Nous sommes dans une zone... Un bémol, deux choses, c'est que le Burkina a fait toujours appel à l'appui des forces françaises pour sa lutte antiterroriste. Et deux choses, la dernière fois, il y avait une haute délégation de la Guinée, des forces armées guinéennes au sommet de l'armement à Paris. Donc on peut dire que... Ils vont toujours à la pharmacie. Ils vont toujours à la pharmacie, même si les méthodes sont différentes. Ce n'est pas parce que vous prenez du paracétamol que ça vient forcément de la pharmacie. Oui, évidemment. Il y a différentes marques de paracétamol. Exactement. Mais bon, ça demeure du paracétamol quand même. D'accord. Et il faut dire que l'avis du médecin est nécessaire, qu'on le veuille ou pas, ou au moins l'avis de quelqu'un qui s'y connaît en ce qui est en train de se faire. Donc c'est assez compréhensible. Ce que j'essayais de souligner, c'est surtout cette volonté de vouloir prendre
la gestion des choses en main. Il s'agit maintenant de voir jusqu'où cette volonté va aller. Est-ce qu'elle va aller dans les actions? Mais lorsque nous revenons à votre question, nous sommes ici dans un espace géographique donné. C'est l'Afrique de l'Ouest. Et donc forcément, ce qui se passe au Mali va avoir un impact direct ou indirect sur ce qui va se passer en Guinée ou au Burkina. Et ici, les décisions qui sont en train d'être prises. Lorsque vous regardez l'attitude du Mali, le Mali ne fait pas partie des premiers pays à décider de la durée en dernier ressort de sa transition. Le Burkina l'a fait avant le Mali et le Burkina a même décidé de faire, je pense bien, plus de temps que le Mali, environ 3 ans, pour ne pas dire quelque chose de 36 mois. Et le Burkina a déjà validé. La dynamique dans laquelle le Burkina s'inscrit, c'est de ne pas revenir sur sa décision, puisque c'est une décision officielle, entérinée par les institutions au Burkina. Donc, qu'on le veuille ou non, ce qui est 36 mois, c'est 36 mois. Mais le Mali a décidé donc de faire pareil, puisque les discussions tournaient autour du Mali. On avait l'impression qu'on voulait tout faire pour que ce qui se passe au Mali aille dans le sens et la direction que la CEDEAO voulait, mais qu'on ne se souciait pas trop de ce qui se passe forcément en Guinée et au Burkina Faso. Et entre-temps, ces 2 pays ont déjà pris des options et le Mali en dernier soir a pris son option. Donc, il suffit simplement que quoi? Si la CEDEAO arrive à rester dans la dynamique de la souplesse, cette dynamique de la souplesse va devoir s'appliquer aussi au cas, officiellement bien sûr, officiellement au cas du Burkina et de la Guinée. Ce ne sera pas une souplesse vis-à-vis uniquement du cas du Mali, mais c'est une souplesse qui va aussi s'élargir à ces 2 cas parce que la CEDEAO a intérêt à maintenir la dynamique d'intégration. C'est son objectif. Et perdre ces pays d'une façon ou d'une autre, même si ce n'est pas directement, c'est un problème pour la CEDEAO. Oui, mais il y a une question que je voudrais soulever par rapport à votre analyse. On peut convenir tous que ces trois pays, les cas ne sont pas les mêmes. Le Mali et le Burkina Faso ont argué de la situation sécuritaire détériorée pour prendre le temps de remettre les institutions en place pour pouvoir y faire face. Mais la Guinée n'a pas cette excuse. La Guinée n'a pas de lutte antiterroriste à mener. Oui. Au Burkina, l'argument que le Burkina et le Mali, les Maliens disent, écoutez, on veut lutter contre la sécurité, mais on ne peut pas lutter contre la sécurité dans un pays où il y a un si grand foutoir. Le Burkina, pareil. Mais la Guinée, par exemple, n'a pas cette chaîne terroriste à gérer. Cela nous ramène au self-medication dont je parle. Qui est bien placé pour juger du temps nécessaire face aux difficultés que rencontre le pays pour décider de la durée de la transition? Ce sont les Guinéens. Et donc, si les Guinéens, même s'ils n'ont pas des questions de sécurité à gérer, estiment qu'il faut une durée donnée, en tenant compte de leur diagnostic interne, il va être difficile de les convaincre d'adopter une autre méthode, parce que lorsque vous regardez aussi l'histoire politique de la Guinée, ça n'a pas été aussi stable que cela. Il y a eu des coups d'État, il y a eu des bains de sang, il y a eu des morts, et donc nécessairement, il est temps d'essayer d'appréhender le problème de fond en comble et de trouver une stratégie qui peut résoudre le problème une fois pour de bon. Résoudre le problème une fois pour de bon, c'est parce que ça fait un bon moment que ça dure tout de même, ces problèmes dans la sous-région africaine, généralement, ensuite spécifiquement dans l'Afrique francophone. Et il faut dire aussi que, je vais essayer de paraphraser, le cas du Mali se rapporte un peu à l'expression qui dit « ramener l'église au centre du village ». Le cas du Mali nous a fait voir les choses d'une autre façon. En tout cas, les organisations régionales, sous-régionales, même les organisations internationales, à travers leurs actions sur le terrain africain, ont exposé à la face du monde leurs limites depuis les indépendances. Donc, on se rend, en tout cas, on est en face d'un dilemme. Est-ce qu'il faut continuer avec ce système qui nous propose des solutions, mais qui jusque-là ne marche pas du tout? C'est le cas avec le Mali. Et bien avant le Mali, vous avez rendu compte qu'il y a eu des problèmes dans la sous-région, ponctués par des coups d'État, par des instabilités des institutions, par l'instabilité de la Constitution dans plusieurs États africains. Donc, on est face à un cycle où il faudrait prendre des décisions
très forte, mais en étant en phase avec notre histoire, l'histoire de chaque État africain, en étant aussi en symbiose avec la volonté des peuples, parce que c'est surtout de ça qu'il s'agit. La volonté des peuples ne doit pas être dépassée par la volonté politique ou, ou encore une volonté personnelle de quelqu'un qui veut gérer l'État. Non, je pense que la cause du peuple, la cause populaire doit être la première cause qui doit être défendue à la base, ensuite ramenée à l'échelle politique, sociale et tout ce qu'on veut. Mais face à tout ça, on doit se dire, même si les sujets diffèrent, on se rend compte que c'est le même problème. De la Guinée au Mali en passant par le Burkina Faso, c'est les mêmes problèmes. Nous sommes face à l'asphyxie de ces institutions qui n'arrivent plus à faire des propositions stables, des propositions bien données ou propres aux problèmes que les États africains rencontrent. Donc face à cela, on ne va pas toujours attendre le médecin après la mort. C'est d'ailleurs pas possible. Après la mort, c'est la mort. Donc le médecin, en l'occurrence, la CEDEAO aujourd'hui n'est vraiment pas en mesure, avec la politique antérieure en tout cas, de régler les problèmes des États. Donc il faudrait, j'espère en tout cas qu'ils ont pris la mesure des choses. De toute façon, la CEDEAO n'est pas là pour se substituer aux États. Vous savez, la CEDEAO a été créée dans une dynamique. Et cette dynamique suit un peu un système qui n'est pas propre à l'Afrique. Oui, mais en termes d'intégration économique, on est quand même assez loin. On est envié, même à l'échelle du continent. C'est ce qui se dit. Non, c'est ce qui est. C'est ce qui est. Aujourd'hui, il y a très peu, bon, ça c'est pas pour faire nos débats, il y a très peu, vous ne trouverez ça nulle part sur le continent africain où vous pourrez prendre votre carte d'identité, partir du Bénin, traverser 3 pays au moins pour aller au Ghana. Ça n'existe nulle part. C'est justement ça le véritable Donc problème. c'est fait. C'est fait, donc c'est pas mais que c'est dit. Ce qui est fait n'intègre pas du tout la sociologie africaine, l'histoire africaine. La libre circulation, c'est bien la sociologie africaine. Il n'y a pas de... Les panafricanistes appellent à une Afrique sans frontières. Mais c'est exactement ça. Avec Bien votre sûr. carte d'identité, vous pouvez circuler jusqu'au Ghana, en Côte d'Ivoire. C'est Au Maghreb, vous ne pouvez pas rentrer du Maroc. Non, la carte d'identité est valable pour les pays de l'UEMOA. Oui, non, je parle de l'Afrique de l'Ouest. On parle de la CEDEAO. Non, la CEDEAO, nous avons notamment les anglophones comme le Nigeria, le Ghana, qui abordent complètement la carte d'identité et estiment que ce n'est pas un document de voyage. Oui, le Nigeria, oui. Bon, le Ghana, on peut. Le Ghana est très rigoureux sur la question. Il y a une initiative aujourd'hui qui permet d'avoir la carte d'identité ouest-africaine. qui ne sert à rien. Non, qui sert à quelque chose parce que j'ai voyagé avec cette carte récemment. Je pense que vous êtes un peu dur avec ce qui est sûr. Il ne s'agit pas d'être dur. La réalité sur le terrain. On peut ne pas être satisfait, mais on ne peut pas dire que l'intégration économique n'est pas une réalité. Je ne sais pas pour les autres, mais il y a environ moins de 3 mois, j'ai invité un Ghanéen au Bénin parce qu'on a organisé une conférence. Il a traversé avec sa carte d'identité. Et moi, j'ai fait ma carte d'identité, je l'ai renouvelée, la carte d'identité biométrique. J'ai vu, c'était carte d'identité ECOWAS. Et j'ai traversé la frontière il y a moins d'1 mois avec cette carte. Donc je me dis, de façon individuelle, j'apprécie qu'il y a un effort qui est fait. Oui. Seulement que vous ne pouvez pas rester séjourner plus de 3 mois simplement parce que vous êtes passé à c'est déjà ça. Je vous assure qu'ailleurs sur le continent, vous ne pouvez pas. Ailleurs, vous ne pouvez pas. Je pense qu'on peut critiquer la CEDEAO comme on veut, échec politique, mais en tout cas, en termes d'intégration des peuples, je pense qu'il n'y a aucune organisation sous-régionale sur le continent qui ait fait ce qu'on a déjà fait, même si ce n'est pas beaucoup. En termes de circulation, il y a très peu d'équivalent quand même. On peut avoir beaucoup de critiques, mais en tout cas, la CEDEAO, et tout le monde le reconnaît. Vous ne pouvez pas quitter Rabat pour aller en Mauritanie ou aller en Algérie comme on le fait aussi bien. C'est assez compliqué. Donc je pense que politiquement, on peut le dire, mais bon, économiquement, il y a beaucoup de choses à faire, mais quand même, on ne va pas jeter l'eau avec le bébé du bain. On ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Même justice à la CEDEAO, parce qu'elle a démontré une certaine attractivité en termes d'intégration économique. Même le Maroc fait partie de la CEDEAO. Au point que le Maroc, la Tunisie... Exactement, on a voulu... Ça, c'était le moment de défendre la CEDEAO. On va revenir à notre débat. Il le fallait.
Il y a quelque chose de grave qu'il faut qu'on mette dans le débat parce que c'est actuel. Vous savez, il y a eu le sommet de l'OTAN il y a quelques jours et je me suis surpris que l'information ne fasse pas plus florès que cela. Il y a des représentants espagnols, ou je pense que c'est le représentant espagnol ou italien qui l'a évoqué, la possibilité d'une intervention de l'OTAN au Mali. Est-ce que je ne sais pas si vous êtes au courant de cette information. Ça a été dit publiquement sans que ça ne soit officiel. Donc, disons que est-ce que ça veut dire que cette situation n'est pas encore, en tout cas, on n'est pas encore sorti. Il peut y avoir d'autres développements par rapport au Mali spécifiquement. Oui, pour la MINUSMA, la Chine et la Russie n'ont pas fait de blocage, mais se sont abstenus. Donc, est-ce qu'il y a une entente qui est en train de se faire sur le dos des Maliens de l'autre côté de l'Europe, malgré le contexte? Bon, déjà par rapport à l'OTAN, l'OTAN ne va pas forcément au Mali pour le Mali. L'OTAN va au Mali, si on tient compte de la géopolitique, pour ses intérêts et surtout pour combattre déjà l'État pour combattre la Russie. Voilà. Oui. Donc ce n'est pas forcément pour le Mali directement. Et donc là, par rapport à la faisabilité, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué que cela se fasse. Parce que déjà, l'OTAN, dans son essence, n'est pas censé se lancer dans des interventions comme ça. L'histoire nous démontre le contraire. Oui. Même sans mandat de l'ONU, ils peuvent le faire. Non, pas l'OTAN. Oui, Au niveau vous faites allusion à la Libye? Oui, à la Libye, il y a une résolution. Une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est là où tout s'est décidé. Oui. Et l'utilisation, peut-être, que ce soit de l'armement ou des forces de l'OTAN, n'était que... Au final, c'est l'OTAN qui est intervenu. Non, ce n'est pas l'OTAN. Pas officiellement, mais c'est ça qui est important. Tirer les ficelles. Oui, tirer les ficelles en sourdine. Non, même pas tirer, ils sont intervenus. Non, il y a eu l'utilisation des forces de l'OTAN pour l'intervention. Mais ce n'est pas l'OTAN qui est intervenu. Voilà, c'est le Conseil de sécurité qui, sous l'influence, sinon la diplomatie française, a dû voter cette résolution pour qu'on puisse aller en Libye. Mais ici, l'OTAN, dans son essence, n'est pas censé... C'est une organisation de défense. Et donc, le Mali n'attaque pas l'OTAN pour qu'on puisse aller intervenir au Mali. Donc, ce serait peut-être une stratégie. Sur le plan de la faisabilité, ce n'est pas possible. Stratégiquement, tenant compte de... Même la lutte contre le terrorisme ne peut pas justifier... Non, l'OTAN n'est pas créée pour la lutte contre le terrorisme. L'OTAN est créée pour la défense. Et ça, c'est strict. En termes de contention de tests, on en a déjà vu de pas mal ces 20 dernières années. Le maintien de la sécurité et de la paix est du ressort du Conseil de sécurité des Nations Unies. Si le Conseil de sécurité des Nations Unies prend une résolution qui permet l'utilisation de l'OTAN pour atteindre son objectif, c'est différent. Mais de là dit que l'OTAN va se réunir et prendre la décision d'intervenir au Mali ou dans l'un quelconque des pays autour de l'OTAN, ce serait compliqué, à moins que l'un des pays membres de l'OTAN soit attaqué. Oui, la question, c'est que si l'idée germe de ce côté-là, c'est qu'on peut arriver à ce que vous dites. C'est ce qui peut paraître inquiétant. Oui, une aventure dangereuse pour la paix dans le monde, parce que nul ne sait ce que la Russie serait tentée de faire. Donc ça devient une spirale infernale. Mais en revenant au Mali, je voudrais faire observer qu'un des protagonistes de la crispation des relations franco-maliennes n'est plus sur la scène. Je veux parler du ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian, dont la présence était cristallisante. Et peut-être que tout ça a amené M. Choguel-Maïga aussi à se calmer un peu. Et on espère que M. Macron, le président français, trouvera les meilleures formules pour dire, pour opiner sur le Mali au lieu de donner l'impression d'être le proconsul qui en impose et de se faire relayer par la CEDEAO. Vous le faites si bien d'évoquer le cas Macron, parce qu'aujourd'hui même, la force Takuba
a été officiellement retirée. Cette force qui devait servir d'appui aux forces maliennes, officiellement, s'est retirée du théâtre malien aujourd'hui. Comment vous entrevoyez la suite? Ça rejoint tout ce qui est dit depuis le début. C'est que les forces de maintien de la paix ou de la sécurité, quels qu'ils soient, où qu'ils se situent sur le continent, se mutent en échec. Il n'y a pas une seule force de maintien de la paix ou de la sécurité en Afrique, que ce soit au Soudan du Sud, que ce soit en Libye, que ce soit au Mali, que ce soit où que ce soit, toutes ces forces ont échoué. Ces forces impliquent de la logistique, de l'investissement, des ressources humaines et aussi des ressources armées. Mais pour régler les problèmes sur le terrain... Peut-être vous êtes encore un peu trop dur. On a réussi en Gambie. Là, on vient de déployer une force en Guinée-Bissau. Bon, peut-être qu'ils sont de petits théâtres d'opération, mais bon, c'est modeste, mais c'est toujours des réussites. Ce n'est pas que pour moi, même pour les spécialistes de la question, c'est que ces forces de défense, enfin pas de défense, mais plutôt de maintien de la paix, oui. Je ne veux pas rentrer sous l'égide de l'OTAN, non, mais ces forces sont des échecs. La MINUSMA, c'est un échec. Renouveler le mandat de la MINUSMA, c'est un échec aussi, parce que entre le laps de temps qu'ils ont passé, ils n'ont pas réussi à endiguer le problème du terrorisme au Mali ou dans la sous-région. Non, ils n'en avaient pas pour le mandat de la MINUSMA. Et d'ailleurs, c'était le désirata de la CEDEAO. La CEDEAO a formellement demandé qu'on adjoigne au mandat de la MINUSMA un mandat d'intervention. Parce que, évidemment, quand vous mettez des policiers... Bien, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais la question est, est-ce qu'ils ont réussi? Quand ils ont déposé leur rapport, ils n'ont pas réussi sur le terrain. Donc, prolonger la MINUSMA, c'est aussi un échec. C'est un aveu d'échec. Et je pense que le Mali, autant que les autres États africains, ne doivent plus basculer dans ce cycle de l'après-guerre froide où il fallait, en tout cas, basculer vers un côté de la puissance qui est en l'occurrence l'Occident, au détriment de la Russie. On ne doit plus retourner dans ces erreurs historiques. Et je pense que l'OTAN qui est en train de chercher à intervenir, c'est réel. Il cherche véritablement à avoir une place, je vais dire, dans le village malien. Mais on va laisser l'OTAN pour le moment, mais avec, juste pour finir, parce qu'il nous reste juste 2 minutes, juste pour finir, est-ce que vous êtes là aussi, vous n'êtes pas un peu trop dur avec la MINUSMA? Quand vous prenez la MINUSMA, une bonne partie de ces forces sont des Béninois, des Togolais. Je n'isole pas. Et quand vous demandez même au pouvoir malien, le pouvoir malien souhaitait qu'il reste parce que on peut apprécier comme on veut les soutiens aux populations, même si c'est après que les terroristes soient passés. De toute façon, ils n'ont pas mandat à combattre les terroristes. Ils n'ont jamais eu mandat pour ça. Tout ce qu'ils font de façon humanitaire, est-ce que ce n'est pas jeter le bébé avec l'eau du bain que de dire que bon, la MINUSMA ne sert à rien alors que... Je préfère qu'on jette le bébé avec l'eau de bain, si vous permettez, que de ne pas régler les problèmes. Oui, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Ici, je pense que la MINUSMA, en tout cas par rapport au rôle qui lui ont été attribués, n'a pas réussi sur le terrain. Il faut commencer par savoir... Je généralise d'ailleurs. Je généralise. Déjà, il faut savoir que la MINUSMA, autant que les autres missions, les missions d'opération de maintien de la paix de nos jours sont multidimensionnelles. Exactement. Le caractère multidimensionnel veut qu'on s'occupe du côté humanitaire, du côté politique. Donnez-moi alors une seule qui a pu réussir sa mission depuis 1960. Il n'y en a pas une seule. Vous relancez le débat sur le rôle, pas l'insuffisance, le rôle, les attentes de certains États, le rôle qu'on souhaite voir la MINUSMA intervenir de plus en plus lorsqu'il y a des conflits, ce qui ne fait pas partie de son mandat. Et il y a plusieurs débats qui existent dans ce sens. Comme solution, moi je propose simplement que les États africains se concentrent sur eux-mêmes, fassent des propositions entre eux, que de chercher des solutions venues d'ailleurs. Et je souligne cela aussi en disant, quand ces propositions sont faites en venant d'ailleurs, il n'y a généralement pas les États impliqués dans ces décisions. Évidemment. Alors, à quoi bon prendre des décisions pour des États qui ne sont pas impliqués dans le processus de leur propre problème? Ça c'est un autre débat, mais je vous fais juste remarquer que
Il y a très peu de pays africains en Afrique de l'Ouest ou même sur le continent qui peuvent supporter une mission de l'ONU, ne serait-ce qu'une mission d'intervention, ne serait-ce qu'une année. La guerre coûte cher. On ne peut pas demander à des pays qui ont d'autres problèmes à régler que d'acheter des armes et d'aller intervenir ailleurs. Donc même entre Africains, c'est compliqué. Le Nigeria le faisait, et Comog, le Nigeria le faisait, mais le Nigeria finit par abandonner. Le Nigeria le faisait seul. En Sierra Leone ou au Libéria, le Nigeria l'a fait pratiquement seul. Ce n'est pas de la tarte, c'est assez compliqué. Je sais que c'est compliqué, c'est Oui. pour ça que je parle d'une fédération. Je ne parle pas d'une isolation des États, non. Je parle d'une fédération. Il y a une chose que votre intervention soulève aussi, c'est la stratégie par rapport à la dynamique conflictuelle. Aujourd'hui, nous n'avons plus des conflits comme avant. Et donc, il faille revoir la stratégie. Et c'est cette stratégie qui est en train d'être discutée. Est-ce que sans les Africains, face à des groupes qui ne sont pas des forces régulières, il faut utiliser une stratégie des forces régulières? Bien sûr. C'est pas évident. Parce que ces groupes n'opèrent pas comme des forces régulières où vous avez une armée. Exactement. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais il faut apprécier ça différemment. Avec quelques paroles de sagesse. Je vais essayer de m'immiscer dans ce... Pour finir. Je vais finir. Je sais que va s'immiscer et clôturer. Paroles de sagesse, c'est important. Vous risquez beaucoup. Non, bon, en l'espèce, quand même, rendons justice à la MINUSMA. On ne peut pas... La plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Dès l'origine, elle est limitée dans son mandat. Elle ne peut pas... Elle ne peut même pas s'interposer, c'est même pas ça, encore moins combattre. Donc, les puissances se réservent le droit de le faire dans d'autres cadres. On l'a vu, donc G5, Takuba et compagnie. Donc, chacun sait où sont ses intérêts. Là-bas, c'est le multilatéral où on fait semblant d'être démocrate dans les relations internationales. Mais sans illusion, c'était des forces de police pour la formation, notamment. Et bon, donc point trop n'en faudrait. Merci de souligner l'échec. Oui, de toute façon, les Béninois qui en sont vont être progressivement rapatriés parce que nous commençons par en avoir besoin ici. Et c'est dommage pour le Mali. Je leur souhaite de trouver la substitution qu'il faut parce que l'armée malienne a quand même besoin de renforcement de capacité dans la gestion des droits de la personne, dans les relations avec les civils pour que les exactions ne se perpétuent pas. Non, bon, pour le moment, ils se disent qu'avec le supplétif russe, ils peuvent tout faire. Merci, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout et impatient de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre décryptage de l'actualité internationale.